Les mains de la blonde armurière tremblaient, mais pas de peur. Non, de retenue. Sur le pas de tir de l'élite de Fort Hawthorne, les rires claquaient comme des coups de fouet, alors qu'Emma Lawson s'agenouillait près du M4 enrayé. Une voix railleuse lança moqueuse « On te fait un manuel en couleur, chérie ?» Emma ne leva même pas les yeux, pas même quand le sergent-chef Morgan se pencha vers elle, sa voix dégoulinante de venin. « Tu ferais mieux de retourner dans l'atelier à bricoler tes jouets. » Alors, elle sortit quelque chose de la poche de son gilet, un insigne élimé portant le sigle des forces sombres. Morgan se figea. Les rires cessèrent brutalement, parce qu'il n'y avait qu'une seule femme connue pour avoir porté cet écusson, et elle avait disparu depuis 5 ans. Alors, qui diable était Emma Lawson? Et pourquoi un fantôme réparait-il leurs armes? Emma ne broncha pas. Elle ne leva pas la tête. Ses mains continuaient à travailler avec la précision d'une horloge, choisissant chaque outil avec la même minutie qu'on réserve au désamorçage d'une bombe. Autour d'elle, les hommes poursuivaient leur petit théâtre, chacun essayant de dépasser l'autre par des commentaires toujours plus cruels. L'un d'eux suggéra qu'elle serait plus utile à servir des cafés aux messes. Un autre se demanda à voix haute si elle n'avait pas obtenu son poste grâce à un quota de diversité. Emma tendit la main vers une lunette de tir et sa manche remonta légèrement. Un éclat d'encre noire apparut sur la peau pâle. Morgan était en pleine phrase quand il l'aperçut, ses mots mourant dans sa gorge, mais le moment passa trop vite pour qu'il réagisse. Emma tira sur le tissu pour le cacher et retourna à son travail. Les autres n'avaient pas remarqué l'hésitation de leur chef. Ils ne savaient pas qu'il venait de se moquer du spectre de Ravens Point. Depuis quelle ville du monde regardez-vous cette vidéo aujourd'hui? Si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner pour soutenir d'autres récits qui rendent hommage aux héros silencieux de notre quotidien. Emma Lawson se présentait au monde comme une ombre, presque invisible. 34 ans, elle s'habillait de vêtements de travail amples qui masquaient son physique athlétique. Ses cheveux blonds restaient tirés en arrière dans une queue de cheval utilitaire. Aucun maquillage, elle ne parlait que lorsque c'était absolument nécessaire, généralement pour donner des explications techniques sur l'usure des canons ou le poids de la détente. Les autres contractuels de Fort Hawthorne s'étaient habitués à son silence. On l'appelait simplement la mécano bizarre qui ne vient jamais aux apéros, sans savoir qu'elle passait ses soirées à courir le long du périmètre de la base. 3 kilomètres chaque nuit, peu importe le temps, un pour chaque fantôme qui la suivait. Sa réputation ne tenait qu'à son travail. Quand les opérateurs apportaient des armes que tout le monde déclarait irrécupérables, Emma les réparait. Elle pouvait diagnostiquer un dysfonctionnement rien qu'au son. Ses connaissances en balistique rivalisaient avec celles des meilleurs ingénieurs militaires. Pourtant, elle ne se vantait jamais, ne disait jamais d'où lui venait ce savoir. Les callosités de ses mains racontaient une histoire qu'elle ne verbaliserait jamais. Elle n'était pas placée comme celle d'une simple armurière. Entre le pouce et l'index, on retrouvait celle laissée par des milliers d'heures passées à serrer une crosse. Sur le bord de ses paumes, la peau était polie par les descentes en corde depuis des hélicoptères. Et sur ses genoux, des cicatrices, vestiges de toutes ces heures passées à ramper dans la poussière. C'étaient les mains de quelqu'un qui avait vécu derrière une arme, pas seulement entretenu des armes. 5 ans plus tôt, avant de devenir un fantôme, le monde la connaissait autrement. Premier maître Emma Lawson, indicatif Wraith, servait avec l'équipe Alpha 9. Son surnom venait de sa capacité à infiltrer des positions ennemies sans jamais se faire repérer, à éliminer des cibles dans un silence absolu, à disparaître avant qu'on ait compris qu'elle était là. Les innovations tactiques qu'elle avait mises au point étaient encore enseignées aujourd'hui. Elle avait été la première femme à terminer la forge, une épreuve de survie solo de 72 heures qui brisait la plupart des hommes. En Somalie, elle avait neutralisé 12 preneurs d'otages dans le noir complet, n'utilisant que son couteau et son arme de poing. Les otages n'avaient jamais vu son visage. 23 contractuels américains lui devaient la vie en Syrie, sans jamais connaître son nom. Le tatouage caché sous sa manche racontait sa propre version. Un trident unique, surmonté de 4 étoiles, chacune marquant une opération majeure. Mais c'était l'inscription la plus importante, jamais oubliée. Seuls les opérateurs ayant perdu des coéquipiers au combat recevaient cet honneur. Celui d'Emma portait 3 noms gravés en lettres microscopiques sur les vagues stylisées. Léo Chan, Victor Ramirez et Van Thompson. Ils étaient en mort parce qu'un bureaucrate avait pris la mauvaise décision. Et Emma avait survécu parce qu'ils avaient couvert sa retraite. Elle portait leur mémoire en encre et en cicatrices, dans ses rêves qui la réveillaient à 3 heures du matin.
dans ces 3 kilomètres qu'elle courait à l'aube. L'opération classifiée qui avait tout changé restait sous scellé au Pentagone. Quelque part dans les montagnes afghanes, 3 hommes étaient tombés en protégeant un agent double de la CIA. Emma avait été la seule à atteindre le point d'extraction. Elle avait traîné le corps de Léo sur près de 3 kilomètres avant que les forces ennemies ne rendent cela impossible. Elle sentait encore son poids. Elle se souvenait de la promesse qu'elle lui avait faite alors que son sang s'imprégnait dans la terre étrangère. La marine lui avait offert ses plus hautes décorations. Elle les avait toutes refusées. « Les médailles sont pour les morts », avait-elle répondu. Les vivants se contentent d'avancer. Moins d'une semaine après son retour, elle avait rendu son uniforme et avait disparu. Aujourd'hui, elle s'assurait qu'aucun opérateur ne mourrait à cause d'une arme défectueuse. C'était sa pénitence discrète. Chaque fusil qu'elle inspectait, chaque pistolet qu'elle reconstruisait, elle le faisait comme si Léo, Victor et Evan allaient devoir leur confier leur vie. Certains matins, quand la brume recouvrait le pas de tir, elle croyait presque les voir, là debout, la regardant avec approbation. Voilà pourquoi elle ne répondait pas quand des hommes comme Morgan la prenaient pour cible. La gloire appartenait aux morts. Les vivants se contentaient d'avancer. Le sergent-chef Derek Morgan avait fait d'Emma Lawson son projet personnel. 1,90 m de muscles et d'orgueil mal placés, il était convaincu que les femmes diluaient la culture guerrière. Ses briefings matinaux comprenaient systématiquement des remarques sur le maintien des standards. Il la reléguait aux tâches les plus humiliantes, la faisant récurer les latrines pendant que d'autres travaillaient sur des armes, ou lavaient les sols quand des visiteurs de haut rang arrivaient. « Lawson, que ses toilettes brillent, c'est à ta portée, non ?» lançait-il goguenard. Les autres contractuels détournaient le regard, trop craintifs pour prendre sa défense. Et les opérateurs suivaient son exemple, ponctuant son mépris de petite cruauté. Emma, elle, ne disait rien. Elle exécutait chaque tâche dégradante avec la précision mécanique d'une horloge suisse. Mais Morgan commençait à remarquer quelque chose qui l'irritait profondément. Quand elle travaillait sur une arme, elle la manipulait avec une intimité qui semblait presque déplacée. Ses gestes étaient trop fluides, trop sûrs. Elle ne consultait jamais un manuel. C'était la différence entre quelqu'un qui avait appris l'anatomie dans les livres et quelqu'un qui avait pratiqué la chirurgie sur le terrain. Un matin, il arriva avec un fusil de précision SR-25 resté des mois dans une armoire. « Attention tout le monde !» annonça-t-il d'une voix forte. « On va voir ce que vaut la blonde aujourd'hui. Paraît qu'elle se croit experte. Voyons si elle peut diagnostiquer ce fusil. » Il déposa l'arme sur son établi avec un bruit sec. « Prends ton temps, chérie. On sait bien que réfléchir, c'est pas ton point fort. » Le fusil avait été saboté délibérément avec plusieurs pannes cumulées. Emma le saisit et aussitôt, son expression changea. Sans tirer un coup, sans le démonter complètement, elle commença son diagnostic. Tube à gaz tordu d'environ 3 degrés. Obstruction du port, typique de 700 cartouches d'acier. Ressort de tampons comprimés hors spécification, support de lunettes fissurées. Groupe de détente contaminé par du sable. Elle s'arrêta, reposa le fusil. Il y a aussi des rayures dans la chambre, cette arme n'a pas seulement été négligée. Elle a été maltraitée. Le silence tomba sur le pas de tir. Le visage de Morgan vira au rouge. Elle avait trouvé des problèmes qu'il n'avait même pas identifiés. « Des coups de chance », articula-t-il. Mais sa voix manquait de conviction. Il se rabattit sur des attaques d'eau personnelles. « T'es juste une de ces femmes qui traînent autour des bases pour se donner de l'importance. Tu joues d'aide à la soldate parce que t'as pas le niveau pour le vrai monde. » La mâchoire d'Emma se crispa. Sa main gauche se referma sur une clé dynamométrique, ses jointures blanchissant sous la pression. Un instant, quelque chose de dangereux traversa son regard. La température sembla chuter. Sa respiration se fit plus lente, plus contrôlée. Elle bougea à peine son poids sur ses appuis, mais les instincts de Morgan hurlèrent danger. Dans son esprit, la clé dans sa main était déjà devenue une arme, une frappe à la tempe. 2 secondes pour l'inconscience. Ses muscles se souvenaient encore des angles et de la force nécessaire. Le fantôme en elle s'éveilla. Pendant 3 battements de cœur, Morgan se tint à quelques centimètres de la mort. Les autres sentirent le changement. Un frisson primitif leur hérissa les poils. Puis une voix familière dans la mémoire d'Emma murmura « Léo, toujours présent, on vaut mieux que nos pires impulsions et Wraith, c'est ça qui nous distingue d'eux. » Le moment se rompit. Elle reposa la clé avec effort, ses mains tremblant non de peur mais de l'adrénaline d'une frappe avortée. Elle retourna noter les problèmes du fusil, mais tout le monde avait senti ce qui venait de se produire. La mort était entrée dans la pièce et avait choisi la clémence. À l'autre bout du pas de tir,
Le lieutenant-commandant Adrian Baker l'observait depuis un moment. Quelque chose dans la façon dont cette contractuelle diagnostiquait les armes lui rappela un souvenir enfoui. Ces gestes-là, on ne les apprenait pas dans un programme civil. Ces réflexes venaient du feu. Baker se rapprocha, remarquant des détails qui formaient un motif. Sa posture parfaite, toujours en équilibre. Ses yeux qui balayaient sans cesse les sorties. Et cette tension particulière quand un Black Hawk passa au-dessus, la même que celle d'un vétéran ayant déjà essuyé des tirs d'hélico. Puis le dernier indice apparut, presque par accident. Dans le vacarme ambiant, Emma utilisa des gestes tactiques codés pour communiquer avec un autre mécanicien à l'autre bout du pas de tir, des gestes que seuls des opérateurs connaissaient. Baker sortit son téléphone sécurisé et consulta les bases de données classifiées. Les résultats revenaient presque entièrement caviardés, mais un indicatif revenait sans cesse. Wraith, une opératrice d'élite disparue après la mort de 3 coéquipiers. Quand Emma tendit le bras pour ajuster une lunette, sa manche remonta. Baker distingua le trident modifié, les vagues stylisées. Il en avait déjà vu un identique sur un frère tombé. 12 opérateurs avaient reçu cette variante, 11 étaient encore identifiés. Baker sentit ses mains trembler. Il comprit soudain. Morgan avait passé des semaines à humilier le fantôme de Ravens Point. Baker s'avança, la gorge sèche. Il se souvenait maintenant, c'était elle, celle qui avait sauvé sa patrouille en périphérie de Kandahar, apparaissant de nulle part pour éliminer un déclencheur d'IED avant de disparaître à nouveau dans la poussière. Il stoppa net devant elle, sa voix perçant le brouhaha du pas de tir. « Maître Lawson, c'est bien vous ?» Le corps tout entier d'Emma se figea. Lentement, elle releva la tête vers lui. Et dans ses yeux, Baker retrouva la même intensité glaciale qu'il avait vue dans le feu de l'action, 6 ans plus tôt. Le jeune lieutenant qu'elle avait tiré d'un Humvee en flammes était devenu un commandant. Baker se mit au garde-à-vous, claqua des talons et salua impeccable. Le maître principal, Emma Lawson, m'a sauvé la vie à Kandahar en 2019. Toute ma section lui doit la sienne. Le choc se propagea sur le pas de tir comme une onde de choc silencieuse. D'autres opérateurs, comprenant enfin, se redressèrent à leur tour, reconnaissant le nom et ce qu'il signifiait. Morgan ouvrit la bouche sans parvenir à émettre un son. Enfin, d'une voix étouffée, il parvint à balbutier « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Baker ne rompit pas son salut. « Sergent-chef, vous avez passé des semaines à humilier Maître Lawson, surnommé le fantôme de Ravens Point. Première femme à survivre à la forge, celle qui a exfiltré 23 contracteurs de Syrie quand le Pentagone les avait déjà donnés pour morts, celle qui détient encore le record d'élimination silencieuse sur une seule opération, celle qui a rédigé le manuel d'infiltration urbaine que votre équipe utilise à l'entraînement. » Chaque mot frappait Morgan comme un coup de poing. Le visage du sergent-chef perdit toute couleur. Emma se leva lentement, puis retroussa sa manche, révélant le tatouage complet. Le trident, les 4 étoiles, et en dessous 3 noms gravés, Léo Chan, Victor Ramirez, Evan Thompson. Au bas des vagues stylisées, 2 mots seulement, jamais oubliés. Tous comprirent immédiatement le poids de cette encre. Morgan baissa les yeux, les mains tremblantes. Même les jeunes opérateurs qui s'étaient joints à ces moqueries semblaient malades de honte. Mais dans les yeux d'Emma, il n'y avait ni vengeance ni satisfaction. Seulement une profonde tristesse. « Je suis venue ici pour servir discrètement, dit-elle enfin, la voix basse, pour honorer ceux qui ne le peuvent plus. » Ses doigts effleurèrent les noms tatoués. Chaque arme que je répare, chaque fusil que je règle, c'est peut-être celui qui ramènera quelqu'un vivant. C'est tout ce qui compte. Baker détourna le regard, la gorge nouée de honte. « Maître, je suis désolé. Nous vous avons laissé tomber. » La réponse d'Emma, sans la moindre colère, les transperça tous. « Non, vous les avez laissés tomber. » Elle montra son bras tatoué. « Ils sont morts en croyant en quelque chose de plus grand. Ils sont morts en protégeant une sœur. Et maintenant, cette sœur les regarde voir leur frère se conduire comme des gamins. » Morgan s'agenouilla, incapable de soutenir son regard. Maître Lawson, il tenta maladroitement de s'excuser. Elle le coupa d'un geste. « Je n'ai pas besoin d'excuses. Soyez meilleurs. Les vrais guerriers ne se vantent de pas. Ils servent, ils se sacrifient et ils veillent à ce que les autres puissent en faire autant. » Alors que le poids de ces mots retombait sur le groupe, un mouvement discret attira l'attention de Baker. Frank Diaz, l'armurier en chef de la base, celui qu'on avait toujours pris pour un simple technicien discret, s'avança. Il se plaça à côté d'Emma et en silence,
retroussa sa propre manche. Un trident identique apparaissait sur son avant-bras. « Le maître Lawson n'est pas la seule à marcher dans l'ombre », dit-il d'une voix calme. « Ramirez était mon binôme pendant la formation. Quand j'ai appris qu'elle travaillait ici, je me suis fait muter. Quelqu'un devait veiller sur elle. » Cette révélation glaça de nouveau les opérateurs. Combien d'autres vétérans anonymes vivaient parmi eux, silencieux protecteurs, invisibles, mais toujours prêts à défendre leurs frères. Emma et Frank échangèrent un long regard chargé d'une compréhension muette. Le lien indéfectible de ceux qui avaient tout perdu, sauf leur engagement mutuel. Puis contre toute attente, Morgan, toujours agenouillé, leva des yeux embués de larmes. « Thompson, murmura-t-il. Evan Thompson était mon cousin. On a grandi ensemble au Texas. On a rejoint des branches différentes, mais... » Il m'écrivait sur son équipe, sur « vous », sa voix se brisa. Il disait que, si quelque chose lui arrivait, sa chef d'escouade s'en voudrait à sa place, qu'il ne fallait pas lui en vouloir, que vous étiez la meilleure qu'il ait jamais eue. Un silence accablant tomba. Emma chancela légèrement, presque incapable de tenir debout sous le poids de cette confession. Celui qui l'avait tourmentée des semaines durant portait en lui le même fantôme qu'elle. Le cousin de son frère tombait, noyé dans la même douleur. C'est à ce moment-là que la générale Patricia Reynolds entra, accompagnée de son état-major, déjà informé de la situation. Elle balaya la scène du regard et déclara fermement « Maître Lawson, nous avons besoin de vous. » Emma soutint son regard sans ciller. « J'ai laissé ce monde derrière moi. » Reynolds s'approcha d'un pas. « Vos frères sont morts pour que d'autres vivent. Honorez-les en enseignant. Nous mettons en place un programme pour les candidates aux forces spéciales. » Les doigts d'Emma glissèrent sur les noms tatoués. « À une condition. » Reynolds hocha la tête. Emma planta ses yeux dans ceux de Morgan. Le sergent-chef Morgan assiste à chaque séance. Morgan releva la tête, surpris. Emma ajouta simplement « Il doit apprendre ce qu'est la vraie force. » Et d'un seul hochement, elle accepta. La transformation commença immédiatement. Emma refusa de porter plainte contre Morgan. Aux enquêteurs, elle déclara simplement « Rien à signaler, malentendu réglé ». Cette absence de vengeance déstabilisa Morgan plus encore que la plus sévère des punitions. Elle se contenta de lui lancer un regard calme, comme pour lui dire qu'il était désormais responsable de ce qu'il deviendrait. Le premier entraînement eut lieu à l'aube. Une poignée de candidates, nerveuses, se regroupèrent dans le brouillard naissant. Emma arriva en tenue discrète, sans grade apparent. Dans le fond de la salle, Morgan s'assit, le poids de la honte encore visible dans ses épaules. Emma commença par énoncer une vérité simple. « Votre ennemi ne se souciera pas de votre genre. Une balle ne fait pas la différence entre un homme et une femme. » Elle démontra des techniques adaptées à chaque morphologie, enseignant comment la précision et le levier priment sur la force brute. Morgan l'observa, lentement gagné par une forme de compréhension. Jamais elle ne prononça son nom, jamais elle ne se mit en avant. Elle racontait ses erreurs, ses leçons, en les attribuant à une opératrice, sans préciser que c'était elle. Elle évoqua la nuit où une opératrice avait traîné son frère d'armes de 110 kilos à travers des kilomètres hostiles, parce qu'abandonner n'était pas une option. Ces cours abordaient aussi la réalité invisible. On vous accusera d'avoir couché pour avancer. On dira que vos succès ne comptent pas. Laissez-les parler, soyez si bonnes que leurs paroles deviennent du bruit de fond. Peu à peu, Morgan changea. Emma l'impliquait dans les démonstrations, jamais pour l'humilier, mais pour en faire un assistant. 3 semaines plus tard, un matin, il lui murmura « Ma fille veut s'engager dans la marine ». Emma lui répondit sans détour « Alors faisons en sorte qu'elle entre dans une culture meilleure que celle que nous avons connue ». À cet instant, Morgan comprit enfin. À la fin du cycle, 3 candidates réussirent la sélection. Un taux record. Morgan prononça un discours lors de leur cérémonie. « J'ai longtemps cru que la force avait un visage bien précis. Ces candidates et leur instructrice m'ont appris que la vraie force est plus difficile à voir. » Mais la légende ne tarda pas à sortir des murs de la base. Quelques jours plus tard, des journalistes flairèrent l'histoire du fantôme. Des maisons d'édition proposèrent des sommes à 6 chiffres pour ses mémoires. Au lever du jour, Emma avait déjà disparu. Elle avait laissé une simple note sur son établi. « Les héros sont ceux qui ne sont jamais rentrés. Qu'on les laisse reposer en paix. » Les caméras de surveillance de la base s'étaient mystérieusement brouillées pendant sa fenêtre de départ. La générale Reynolds détourna toutes les questions de la presse d'une phrase sèche. Le maître principal Lawson a servi avec distinction. Sa localisation ne regarde qu'elle. Morgan devint le gardien de sa mémoire, refusant systématiquement les interviews.
J'ai manqué de respect à une femme qui aurait pu me tuer avec un tournevis. Elle a choisi de m'éduquer à la place. Ça en dit assez sur son caractère. Rien qui mérite d'être vendu à la presse. 6 mois plus tard, Morgane entretenait un petit jardin derrière le centre d'entraînement. Pas de pancarte, juste des plantes locales et un trident métallique planté dans la terre avec 3 étoiles. Un hommage discret à ceux qui servent dans l'ombre. Baker, lui, remonta la piste jusqu'à un petit atelier d'armes du Montana. Il la retrouva en train de remettre à neuf un vieux M14 comme si de rien n'était. Il lui apporta ses décorations, son solde impayé. Elle repoussa les papiers sans même les regarder. « J'ai déjà ce qu'il me faut ». Il lui parla de l'expansion du programme pour les candidates. Elle répondit simplement « Tu as Morgane maintenant ». Il a compris plus de choses qu'il ne le croit. Faites-lui confiance. Avant qu'il ne parte, elle lui remit un message à transmettre à la fille de Thompson, désormais âgée de 17 ans et rêvant de suivre la voie de son père. Qu'elle contacte le colonel Martinez à Coronado. Les frères de son père se souviennent. Peu à peu, quelque chose appelé la Fondation Spectre commença à apparaître, jamais mentionné officiellement. Des dons anonymes au programme pour femmes en opération spéciale. Des bourses pour les enfants des familles endeuillées. Du matériel de pointe envoyé à des unités sous-financées. Des fonds pour la recherche sur le traumatisme de combat. Chaque geste servait ceux qui servaient, particulièrement ceux qu'on oubliait trop souvent. Un matin, Morgane reçut un colis non signé. Une pièce de monnaie commémorative avec des coordonnées gravées. Elle menait à un mémorial isolé dans les montagnes du Montana. 3 pierres gravées, Chan, Ramirez, Thompson, quelqu'un entretenait le lieu toujours impeccable. C'est là qu'Emma continuait à courir ses 3 kilomètres quotidiens. Les femmes qu'elle avait formées firent carrière. L'une mena une mission de sauvetage de 30 otages, une autre développa des techniques de médecine de combat réduisant le nombre de morts sur le terrain. Elles enseignaient à leur tour, propageant la leçon d'Emma, la vraie force se mesure dans le silence, quand personne ne regarde. Morgane, lui, continua d'enseigner, transformé à jamais par elle. Sa propre fille s'enrôla à 18 ans dans une armée désormais plus juste. À sa remise de diplôme, il aperçut une silhouette familière dans la foule. Emma. Elle lui adressa un léger hochement, puis disparut parmi les civils. Le fantôme veillait encore. À ses côtés, toujours dans l'ombre, Frank Diaz, son silencieux binôme. Ils devinrent une légende, pas un seul fantôme, mais un réseau, des gardiens invisibles pour que jamais un guerrier ne reste seul. Et aujourd'hui encore, dans la lumière rose de l'aube montagnarde, Emma Lawson court ses 3 kilomètres. Ses ombres s'étirent derrière elle, indéfinies et immortelles. Dans sa poche, 3 douilles polies à force d'être caressées. À travers le pays, d'autres qu'elle a formés poursuivent le combat, équipés des outils et des valeurs qu'elle leur a transmis. La Fondation Spectre poursuit son œuvre dans le silence. La mémoire d'Emma vit dans les vies qu'elle a sauvées, dans les barrières qu'elle a brisées, dans cet instant suspendu où l'honneur parle plus fort que la gloire. Elle court encore, un fantôme parmi les vivants, portant les morts à chaque pas. Car la vraie force n'a pas besoin de mots, elle se lit dans les actes, quand personne ne regarde. Dans le choix du chemin le plus difficile, dans le service qui ne réclame aucun merci. Quand elle atteint la dernière colline, 3 oiseaux s'envolent du mémorial. Un cardinal, un jet bleu et un faucon montant ensemble vers l'infini du ciel. Leurs ailes captent la première lumière du jour, comme des âmes enfin libérées. Pour ceux qui servent dans l'ombre, le plus grand honneur reste d'être oublié. Tandis que leur œuvre, elle, demeure pour toujours. Gravée non dans la pierre, mais dans la vie de ceux qui continuent grâce à eux. Si cette histoire vous a touché, pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Vous faites désormais partie de notre communauté d'histoires vraies du quotidien. Dites-nous en commentaire d'où vous nous regardez. On adore lire vos messages venus des 4 coins du monde.